ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont lancés en investissement immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Qui n'a jamais rêvé d'acheter un hôtel ? Le top du top lorsqu'on joue au Monopoly. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Pierre du podcast Boss Équilibré. J'ai rencontré Marie-Pierre lors d'une formation entrepreneuriale et lorsque j'ai appris qu'elle avait investi dans un hôtel avec son conjoint Émeric, je me suis dit que ce serait tellement intéressant d'en découvrir davantage. Investir dans un hôtel est à la frontière de l'investissement immobilier classique tout en étant très semblable à la location courte durée, de prime abord seulement. Marie-Pierre nous partage son aventure sans filtre, ses difficultés, ses désillusions et nous permet de découvrir une partie des spécificités de l'investissement dans des hôtels. Découvrez toute son histoire dans cet épisode. Bonne écoute! Salut Marie-Pierre! Hello Dorine! Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Je suis très contente d'être invitée sur ton podcast, que je consomme d'ailleurs avec mon mari, parce que c'est une thématique qui nous parle beaucoup, puisqu'on a investi aussi, et on apprend beaucoup de choses grâce à votre podcast, donc je suis très contente d'être là. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Allez. Moi, j'aime bien connaître un peu le contexte de la personne, d'où tu viens, quel était ton mindset, qu'est-ce qu'on t'a appris quand t'étais jeune, quand t'étais enfant, dans ton éducation financière. Voilà, d'où tu viens, d'où t'es parti. Waouh! Je suis Marie-Pierre, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 petits garçons qui ont 4 et 8 ans et je suis mariée à Émeric, avec qui je partage ma vie depuis presque 11 ans maintenant et donc avec qui j'ai investi, en tout cas c'est également mon associé dans la vie. Je viens d'une famille, je dirais, avec des moyens normaux. J'ai une famille nombreuse. Je suis issue en fait d'une grande fratrie. On est 5 frères et sœurs et donc moi je suis la plus grande. Et j'avais un papa qui travaillait énormément, donc qui a toujours eu des postes à responsabilité. Et ma maman qui jusqu'à assez tard était à la maison parce qu'il fallait bien s'occuper de tout ce petit monde. Donc voilà, on a eu, je pense, pareil avec mes frères et sœurs, une très grosse valeur travail qui nous a été partagée par nos parents. En termes de money mindset, je dirais qu'en fait, moi, si tu veux, l'argent ne m'a jamais brûlé les doigts, ça n'a jamais été une fin en soi. Toutefois, très jeune, j'ai voulu gagner mon propre argent. Genre toute seule. Tu vois, moi je faisais partie des jeunes qui dès 14 ans sont allés bosser, tu vois, pendant les vacances d'été pour aller gagner des sous. Mais d'où ça vient ça? Parce que ça m'intéresse. C'est parce que t'avais envie d'acheter des trucs par toi-même? Enfin, d'où c'est venu? Non, alors pas du tout, parce que tu vois, en fait, j'ai épargné hyper tôt. Parce que j'avais en tête d'un jour en faire quelque chose. Alors je savais pas quoi, mais je sais pas, j'avais cette espèce de conscience qu'il me fallait de l'argent si j'avais envie, tu vois, je sais pas si j'étais encore dans l'investissement, mais j'étais dans l'idée de me faire une réserve pour plus tard. Il fallait que j'ai ça. Parce que j'avais soit l'ambition d'acheter une maison, enfin tu vois, voilà. D'ailleurs, j'étais propriétaire de ma première maison hyper tôt. J'ai fait construire à 21 ans, tu vois. Comment j'ai eu ça? Ben en fait, si tu veux, vu qu'on était 5, j'ai toujours le souvenir de ma mère qui faisait quand même assez attention quand même aux dépenses, etc. Même si on avait les moyens, tu vois, on n'était pas à plaindre. Mais j'avais toujours cette notion-là et clairement, vu qu'on était 5, c'était pas amène à tout quand on voulait acheter un truc, tu vois, les dernières pompes à la mode, les machins. Et donc, en gros, bah, si moi je les voulais, bah, je me disais, si je les veux, faut que j'aille bosser. et donc, bah, tu vois, si je veux dépenser, enfin, au moins m'acheter ce que je veux sans avoir de compte à rendre à personne, parce que ça me saoulait d'avoir des comptes à rendre, eh ben, écoute, je vais aller bosser, je vais gagner ma thune. Ok. Donc, ça vient de là. Et du coup, c'est intéressant. Du coup, tes frères et sœurs, eux, ils sont un peu comme toi aussi. Ils ont eu ce mindset-là ou est-ce c'était différent?
C'est ça qui est intéressant. Non, écoute, franchement, on est tous pareils, on est tous des bosseurs. Bon, moi, j'ai 12 ans d'écart avec ma petite sœur, donc tu vois, elle a que 22 ans. Mes autres frères, ce sont tous des profils d'entrepreneurs et d'investisseurs. Tu vois, mon plus jeune frère, il a déjà 3 biens immobiliers alors qu'il a 25 ans. Et tu vois, c'est un truc quand même qui est là, voilà, d'entreprendre, d'investir. Je pense que c'est vraiment une valeur forte qui nous a été partagée, en fait, dans notre univers familial. Ah, c'est génial. Du coup, ça veut dire que c'est cohérent, c'est logique. Ça veut dire que ça vient quand même de l'éducation et de votre façon d'avoir grandi, quoi. Ouais, je pense, après chacun, tu vois, avec ses caractères, dans la façon d'avancer, de se fixer des challenges, mais ça prouve quand même qu'il y a une petite base, tu vois, un point de départ commun qui fait qu'on a cette valeur-là, quoi. Au top, trop bien. Du coup, toi, t'as fait quoi comme études professionnellement? Vers quoi tu t'es orientée, du coup? Alors, je ne suis pas du tout là où potentiellement sur le papier je devrais être. Moi, je suis un peu multicasquette. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je voulais faire 1001 choses. Je voulais être coiffeuse pour avoir plein de salons et pour faire, tu vois, des événements internationaux, tu vois, faire des concours et tout. Donc, tu vois, j'étais toujours dans le challenge, dans le truc. Enfin, après, je voulais être prof d'anglais parce que je voulais voyager, je voulais être libre. Et tu vois, ça, bon, je l'avais pas laissé de côté parce qu'aujourd'hui, je parle anglais couramment et tu vois, c'est un truc quand même sur la liberté et tout, de pouvoir s'exprimer qui était important. Je voulais faire plein de trucs. Sauf que, et bon, j'en veux pas à mes parents, mais vu que j'avais des facilités à l'école, on m'a toujours dirigée vers des études longues. On m'a dit, ça serait dommage, tu vois, de faire un CAP. Ça serait dommage de faire juste un BTS en 2 ans. Donc, en gros, et même mes profs, pareil, tu vois, c'était, ah, Marie-Pierre, t'as des capacités, ça serait vraiment dommage que. En fait, à cette époque-là, moi, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai fait un bac international, donc c'était un bac en fait où tu faisais tes études en anglais, donc ça c'était hyper cool, j'ai voyagé et tout. Et puis ensuite je suis rentrée en fac de langue étrangère appliquée, honnêtement sans trop savoir ce que j'allais en faire derrière, mais bon vu que c'était plutôt cool d'aller à la fac, je suis allée à la fac. Et puis en fait patatras, ça a pas duré longtemps, franchement ça a duré 3 mois. Je me suis sentie lâchée dans un univers qui me collait pas du tout, pas de cadre, t'as que, entre guillemets, 15-20 heures de cours par semaine, ça m'allait pas du tout. Et il y avait pas de concret. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, si j'avais pas de concret, ça n'allait pas. Donc en fait, là, j'ai un peu pris mes coronesses, comme on dit, et puis je dis à mes parents, stop, j'arrête la fac. On avait loué un appart et tout, enfin, tu vois, pour que je fasse mes études. Mais c'était pas du tout aligné avec ce que je voulais faire. Et puis là, la solution de repli, ça a été de faire un BTS. Je suis partie dans une filière BTS en accéléré. C'était un BTS à l'époque assistant trilingue, donc c'était un mélange, tu vois, d'assistant de direction, assistant manager et tout. J'ai fait ça. Et franchement, j'ai kiffé parce que c'était professionnalisant. J'ai pu faire des stages en entreprise. Moi, j'adorais apporter en fait une pierre à l'édifice, donc faire, tu vois, passer à l'action. Et puis en fait, voilà, je suis pas 19 ans, je suis sortie avec mon BTS en poche, et puis direct, je me suis mise sur le marché du travail, alors que j'étais prédestinée à faire des études. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc bon, j'ai intégré un centre de formation linguistique et donc j'étais responsable un peu clientèle. Je gérais en fait les plannings des formateurs qui parlaient plusieurs langues. Je gérais des clients. C'était cool, mais vu que je suis un profil entrepreneur, en fait, y a pas à chier, c'est comme ça. Moi, j'avais envie d'évoluer dans cette boîte. Je me suis donné corps et âme. Je bossais à fond, alors que quand j'y pense, tu vois, j'étais juste petite salariée. Enfin, tu vois, toute jeune, tu vois, j'avais 19-20 ans et avec le recul, je me dis qui j'étais, tu vois, mais moi j'avais juste envie d'évoluer, j'avais envie d'avoir un poste supérieur, j'avais envie d'avoir un salaire supérieur qui était en relation avec mes compétences et puis mon investissement et tout. Et en fait, j'ai été très vite consciente que ça le ferait pas, ça serait pas possible. J'étais dans une multinationale, fallait grimper si tu veux les échelons avec les validations de la hiérarchie et tout. Et je me suis dit c'est mort, c'est pas possible. Et puis là, pareil, j'ai dit tant pis, je vais partir. Et donc en fait, je suis partie et tu vas pas en croire où je suis partie chez McDo. Ah oui. Je suis partie chez McDo parce que je me suis dit attends, la pub venez comme vous êtes, je vais venir comme je suis. Je vais venir en te disant que moi, ok, j'ai peut-être que 21 ans, je sais plus. Mais en fait, moi, j'ai envie d'évoluer. Je veux m'investir dans ta boîte et dans 2 ans max, je vais être directrice de restaurant. Parce que je veux avoir une belle ligne sur mon CV. Et en fait, je veux avoir des responsabilités, je veux m'investir. Et c'était comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis présentée chez McDo. Alors déjà, ma famille a pété un câble. Parce qu'ils ont dit, mais attends, tu te rends compte les compétences que t'as et tout, mais tu vas aller faire des frites, quoi.
Ouais, mais en tout cas, c'est bien parce que je connais pas la suite de l'histoire, mais c'est vrai que McDo, je visualise ça comme une société qui sait manager les gens. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais tu vas nous raconter. Si tu veux, moi, quand je suis pas partie sur un coup de tête. J'ai visualisé ce qu'il y avait derrière. Je me suis dit, moi, j'ai quelque chose à apporter, mais je sais qu'ils vont avoir quelque chose à m'apporter. Ce que je voyais, c'est t'es dans un environnement, t'es dans une multinationale, ça brasse du fric, ils ont besoin de personnel, ils ont besoin de gens qui sont investis. Dans ces enseignes-là, t'as un turnover de malade. Donc, je me dis, quelqu'un d'externe, parce que les recrutements externes chez McDo, c'est assez rare, du moins sur des postes à responsabilité, qui postule et qui dit, moi, les gars, je fais ce que vous voulez, mais en fait, je veux juste des responsabilités, le poste et le salaire qui va avec. Je me suis dit, voilà quoi, ça peut pas rater. Et en fait, tu vois, j'ai passé mon entretien à l'époque avec le responsable de secteur. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire, Marie-Pierre? Déjà, il me dit, mais pourquoi tu postules? Je lui explique. Il me dit, bah, qu'est-ce que t'es prête à faire? Je dis, bah, moi, je suis prête à faire des frites, je suis prête à faire des burgers, tout ce que vous voulez. Mais je veux tout apprendre pour pouvoir manager des équipes et puis plus tard gérer un restaurant. Et puis là, il dit, ah ouais, bah toi, tu sais ce que tu veux et tout. Je dis, oui, je sais très bien ce que je veux. Franchement, je suis prête à m'investir. Et il dit, bah non, tu vas pas commencer, on va pas te mettre équipière, tu vas pas faire des frites et tout. Je lui dis, si, je veux faire au moins 1 mois sur tous les postes, je vais apprendre tous les postes. Et puis après, bah proposez-moi ce que vous voulez, je serai très contente. Il me dit, bah ok, tu vas faire ça. J'ai fait ça pendant 1 mois. Et puis après, j'étais formée à être manager. Donc, manager, bah, tu manages, en fait, les équipes. Enfin, tu ouvres et tu fermes le restaurant. Après, je suis passée en 6 mois directrice adjointe. Et puis, au bout de, je sais plus, 1 an et demi, bah, je suis passée directrice de restaurant. Et je gérais jusqu'à 70 personnes, tu vois, dans mon équipe. Je gérais des gros chiffres d'affaires. Je gérais des stocks. Je gérais des process, la sécurité alimentaire, etc. Enfin, vraiment, tout un panel de choses qui, dans une vie future, en tout cas d'entrepreneur, m'ont énormément aidé puisque en gros tu t'es amené à tout gérer quoi. Donc voilà pour l'historique. Génial, incroyable, ascension fulgurante quoi. Pari gagnant. Et puis bon, bah ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai rencontré mon mari. J'ai rencontré mon mari chez McDo. Ok. Donc là pareil, changement un petit peu de perspective. Parce que lui il faisait comme toi, il faisait quoi? Pas du tout. Alors déjà à l'époque, quand j'ai rencontré mon mari, moi j'étais un petit peu plus vieille que lui, donc j'avais 4 ans de plus que lui. Sauf que moi, j'étais là en gros à 22 ans, cadre, j'étais déjà propriétaire de ma maison. Enfin tu vois, j'avais déjà roulé ma bosse et lui il avait 4 ans de moins. Il était là en mode équipier, genre je passe mon bac en même temps et tout, c'est la teuf, c'est les potes et tout ça. Et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors là, aujourd'hui, on peut pas t'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais voilà, de se dire où il en est aussi aujourd'hui, pareil, fulgurant, tu vois. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi, dans ma tête, c'était clair et net qu'un jour, je travaillerais pour moi et que là, j'étais dans une étape, en fait, d'apprentissage. J'étais toujours aussi dans une étape où je continuais à épargner. J'avais fait construire ma maison et puis voilà. Ouais, je trouve ça dingue à 22 ans. Moi, à 22 ans, mais j'étais encore tellement une gamine, moi. Enfin... Quand j'y repense, en fait, je me dis c'est vrai. Je me dis j'avais l'âge de ma petite sœur aujourd'hui et waouh tout ce que j'avais fait. Mais c'était comme ça et pas autrement en fait. Tu vois, en fait j'avais envie. Je pense que en fait j'ai toujours envie, tu vois. Ouais. c'est dans mon caractère et en fait avance quoi. Tu vois, avance, advienne que pourra, mais avance et passe à l'action en fait. Génial. Et alors, attends, quand même, t'as fait construire ta maison. Du coup, ça juste pour savoir, ça t'est venu à l'idée parce que tu t'es dit, je veux me créer du patrimoine ou comment ça t'est venu à l'idée? Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, à l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. Bon, on était plutôt sur une fin, malheureusement, de couple, mais bon, il y avait quand même cette maison en construction. Moi, dans l'idée, quand j'ai fait construire cette maison, et d'ailleurs, comme les prochains investissements immobiliers qu'on a fait après, c'était toujours dans l'idée de me dire, tu acquiers du patrimoine. C'était dans cette idée-là. Donc, tu fais construire, t'es propriétaire de ta baraque, tu as la maison que tu veux qui te ressemble, et en gros, t'as ta maison. Tu vois, à cette époque-là, j'étais dans cette optique-là. Ceci dit, tu vois, une bonne dizaine d'années après, tu me redirais, tu fais la même chose, je referai jamais la même chose. Mais à cette époque-là, j'étais en mode, vas-y, tu fais construire ta maison, t'as ta belle maison et tout. Et à l'époque, j'étais très contente. Il s'avère que c'est devenu un boulet financier par la suite. Et j'ai perdu de l'argent d'ailleurs en la revendant. Quoi qu'il en soit, à 21 ans, j'avais construit ma maison, quoi. Ouais, ça t'a donné de l'expérience finalement. Absolument. Alors raconte-nous la suite.
Alors, la suite, il y a plein de choses qui se sont passées, mais il y a eu un événement qui a été plutôt déclencheur et qui a été une opportunité, c'est qu'en fait, on avait des amis, donc qui sont plus âgés que nous, et qui étaient propriétaires d'un hôtel-restaurant, qui en fait avaient envie, momentanément, de se libérer de leurs affaires. Et donc, vu qu'ils connaissaient mon parcours professionnel, qu'ils voyaient ce que j'avais géré, qu'ils connaissaient ma façon de travailler, ma façon d'être investi et tout, ils sont venus nous voir, ils ont dit voilà, nous on voudrait se dégager de notre affaire, de notre hôtel-restaurant, est-ce que vous voudriez tous les deux le gérer en direction? Alors attends, juste pour resituer, là t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ans. 22 ans, donc ça faisait 1 an que t'étais directrice de restaurant chez McDonald's. Ouais, c'est ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais directrice. Je devais avoir 3 ans d'ancienneté, je crois à peu près, enfin tu vois, Ouais. quasiment sur McDo. Et effectivement, ils viennent nous voir là. On en avait discuté déjà un petit peu, enfin voilà, qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard et tout, machin. Je pense qu'ils avaient déjà à l'époque tâté un petit peu le terrain. Et donc voilà, est-ce que ça vous dirait peut-être de mettre un éventuel pied à l'étrier pour voir si vous aimeriez en fait déjà travailler ensemble, parce que moi c'était clair et net dans ma tête que je voulais travailler à mon compte. Mon mari, au début, les premières années, il a toujours suivi ce que je voulais faire, franchement. Et notre force entre guillemets, c'est que il a pareil, la même valeur travail que moi. Et donc, il y a rien qui lui fait peur. Et en fait, lui, je pense que, en tout cas, au départ, il se disait, bon, si t'as une idée, c'est que c'est la bonne, en fait. Tu vois, t'es fonceuse, tu sais où tu vas. Donc, moi, en fait, go, je suis. Et donc, en fait, il a suivi. J'ai quitté McDo. J'ai fait une rupture conventionnelle. Je suis partie. J'avais toujours ma maison, d'ailleurs, à l'époque. Il fallait aussi que je gère le fait de m'en séparer. C'était plutôt un boulet qu'autre chose financièrement. On est parti donc sur cette affaire en gérance, donc comme si on était nous-mêmes les propres patrons de cet établissement, mais sans avoir mis, si tu veux, l'apport qui va avec. Donc quelque part, à l'âge qu'on avait, c'était une opportunité parce que jamais de la vie on aurait pu, en tout cas, investir dans une telle affaire, même si on avait un peu d'argent de côté, tu vois. Donc du coup, vous étiez pas propriétaire, vous étiez gérant, et du coup vous aviez une rémunération de gérance. Tout à fait. À l'époque, on avait une rémunération de gérance et on était aussi intéressé sur le chiffre d'affaires. Parce que sinon, je sais pas comment dire, mais T'as l'impression d'être de salarié, quoi. Si voilà, t'as pas la même posture, en tout cas en termes de mindset, quand tu gères une affaire qui est pas à toi. Les enjeux, ils sont pas les mêmes, tu vois. Pour que les enjeux, en tout cas dans ta tête, et on en reparlera plus tard sur l'investissement qu'on a fait après, franchement, tant que t'as pas mis l'argent sur la table, c'est pas pareil. Donc là, si tu veux, le compromis, c'est qu'on était quand même intéressés sur les résultats, sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices, sur la marge et tout. Donc on avait déjà ce pied dans les chiffres qui nous permettaient de se confronter aussi à la réalité, le travail qu'on fait, les résultats qu'on a, etc. et l'implication que ça apporte. Cette expérience-là, ça a été d'abord le tremplin pour savoir si je pouvais bosser avec mon mari. Ça faisait 1 an et demi, peut-être qu'on était ensemble, tu vois. On était quand même sur le papier un jeune couple. Donc on a fait, je pense en tout, un peu moins de 2 ans dans cette activité-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en 2014, je suis tombée enceinte, mais que c'était pas prévu. Ah ouais. Voilà. Donc c'était une surprise. Nous, on était un jeune couple. On venait de se lancer dans une aventure quand même incroyable. Emric, qu'à l'époque, il avait 20 ans, tu vois. Ah ouais. Donc bon, moi, j'ai toujours du coup bossé jusqu'à la fin. J'avais pas le choix parce que vu qu'on menait cette affaire-là comme si on était les propres patrons, j'ai travaillé, tu vois, jusqu'au bout, tu vois, le gros bide. On faisait du 200 couverts par jour, par service, plus la partie hôtelière et tout. Enfin, c'était assez sport. On bossait le week-end, on faisait des banquets, tu vois, avec des 150, 200, 300 couverts. Enfin, et du coup, là, ça faisait combien de temps que vous aviez déjà cette gérance en place? Quand je suis tombée enceinte, ça faisait 1 an et demi. Et du coup, ça t'avait plu? Enfin, ça vous avait vraiment fait vibrer cette expérience? Comment ça s'est passé? On kiffait, tu vois, être toujours dans l'action. C'est un métier, l'hôtellerie, restauration, où ça bouge toujours, t'es dans l'action. Et puis de toute façon, on se posait pas de questions en fait, si ça nous plaisait ou pas. La vérité, c'est que quoi qu'on ait entrepris à ce moment-là, l'idée c'était d'entreprendre. Tu vois, je pense qu'on en était à ce stade-là. On n'était pas encore dans est-ce qu'on kiffe ce qu'on fait, est-ce que ça a du sens ce qu'on fait. Et d'ailleurs, plus tard, tu vois, ça jouera. Mais on se posait pas de questions en fait, tu vois. Ok. On se posait pas de questions.
Et vous aviez réussi à faire croître un peu le business? Vous aviez pris confiance en vos compétences de gestionnaire? Au-delà de faire croître le business, tout l'enjeu, en fait, quand tu reprends une affaire derrière quelqu'un, c'est déjà de maintenir le chiffre d'affaires existant. Parce que ce qui se passe dans ce type d'affaires, c'est que souvent les gens, ils viennent pour toi. En l'occurrence, là, c'était le cas de cette affaire-là. Les gens venaient aussi pour les patrons. Donc, c'était de pouvoir faire sa place, déjà en tant que jeune, ce qui est pas simple, et de faire sa crédibilité, sa légitimité, etc. Donc déjà, maintenir le chiffre d'affaires, c'était un enjeu. En général, quand tu as un changement de patron sur ce type d'affaires-là, tu as entre 10, 15, 20% de perte d'exploitation, ce qui est normal parce que tu as des clients qui s'en vont, t'en as qui viennent. Et donc nous, on avait réussi à maintenir le chiffre d'affaires. Donc ça, c'était déjà, tu vois, un objectif en soi. Et puis après, je suis tombée enceinte. Nous, on s'est dit à ce moment-là que ça allait être compliqué en fait, de gérer l'affaire dans les mêmes conditions. Et on s'est dit, c'est le moment de chercher quelque chose pour nous. En tout cas, on a passé cette étape de se dire, on est prêt, tu vois, pour investir dans autre chose. Et on a entamé des recherches d'affaires. Pareil, à l'époque, on se posait pas beaucoup de questions. Le critère principal, en fait, de ce qu'on recherchait, c'était la rentabilité. C'est simple, en fait, hein. C'est l'étude, tout simplement, du bilan comptable. Tu vois, en fait, les chiffres, etc. Tu vois si tu maintiens, tu baisses le chiffre d'affaires, comment ça se passe. Est-ce que tu peux te dégager potentiellement un salaire? Combien tu dois mettre d'apport et tout. Enfin, voilà, nos critères, ils étaient là. Je venais d'accoucher, tu vois, à cette période-là. Donc, j'avais un petit bébé. Ah ouais. Là, la vie commence déjà un peu à changer. T'as pas les mêmes inquiétudes, mais tu vois, avec le recul, je me dis, je me posais pas non plus beaucoup de questions, quoi. Tu vois, c'était, dans tous les cas, on va s'adapter. Et ce qui s'est passé, c'est que investir dans l'hôtellerie, on va pas se mentir, tu le fais pas à 20 et quelques années si t'as pas minimum 100 000 euros, enfin, suivant l'affaire que t'achètes, hein, de côté. Tu vois, on parle quand même de montants qui sont importants. De toute façon, tu vois bien, t'as pas de jeunes, en tout cas sur des hôtels indépendants, en général, t'as pas forcément des jeunes, tu vois, qui sont là parce que, pour pouvoir avoir un dossier bancaire de validé, il faut que t'aies de l'apport. Ok. Il faut que tu aies de l'expérience. Nous, en l'occurrence, on avait l'expérience. On avait un beau CV. Moi, personnellement, mon CV, et tu vois, c'était un pari gagnant, m'avait beaucoup servi parce que déjà, tu vois, expérience McDo, directrice d'un centre de profit. Et puis après, nous deux, sur la gérance de notre affaire, tu vois, on était hyper cohérents, en fait, dans ce qu'on présentait comme dossier. Donc, on avait ça pour nous. Par contre, on n'avait pas la thune, quoi. Moi, j'avais de l'épargne. Donc, pour le coup, j'avais vendu ma maison. On avait réussi à la vendre. J'avais perdu de l'argent, mais j'en avais quand même un peu récupéré. J'ai vendu ma maison. J'avais toute mon épargne tu vois, depuis mes 14 ans, là, tu vois, que j'épargnais et tout. Et je me suis dit, c'est à ça que ça sert, en fait, tu vois. On y est là. Sauf qu'en fait, on n'en avait pas assez. Et on le savait, on était très conscients. Donc, on savait au tout départ, quand on allait investir, qu'on aurait besoin, en fait, d'associés pour pouvoir soit on achetait une affaire toute petite, à la hauteur de nos moyens, soit on prenait la décision de faire un step en avant et d'aller plus vite et de s'associer pour avoir, si tu veux, une affaire plus grosse qui serait plus rentable et dans laquelle on pourrait rester peut-être quelques années associés et ensuite, vu qu'on est dedans, racheter toutes nos parts. Tu vois ? Ouais. C'est le pari qu'on a fait et nos amis pour qui on avait travaillé, évidemment, ont investi. Parce qu'en fait, là, au-delà d'un investissement, enfin, d'une association amicale, ça a été clairement une association financière parce que ils ont mis l'argent sur la table, ils ont jamais travaillé dans notre hôtel. On l'a toujours mené de A à Z tous les deux. Mais ça nous a permis de l'acheter et de faire nos armes tout seuls dans notre affaire à nous. Et alors, c'est que quand on achète un hôtel, en tout cas là en l'occurrence, la banque, elle a demandé combien d'apports en pourcentage? Aujourd'hui, quand tu vas à la banque et que tu vas acheter un fonds de commerce, dans par exemple un hôtel, on te demande entre 40 et 50% d'apport. Ah ouais, c'est énorme. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. À l'époque, on pouvait se permettre d'avoir environ 25-30% d'apport. Ok. Ce qui déjà est quand même une somme suivant ce que t'achètes, tu vois. Mais en fait, si tu veux, la plupart du temps, les hôtels, c'est quelque chose qui doit être rentable. T'achètes un fonds de commerce. En vrai, ce qui rentre dans un hôtel, tu sais maîtriser tes charges, tu vois. Tes charges de personnel, tes charges d'électricité, etc. Éventuellement, tes centrales de réservation, Booking, Expedia et tout. Mais t'es en mesure, tu vois, de quantifier tout ça et de savoir, plus ou moins, en fonction du chiffre d'affaires que tu vas faire, ce qui va te rester.
Donc, tu peux rembourser ton emprunt, tu peux faire du bénéfice. Et donc, ça se monnaie, en fait. Il y a un truc à prendre en compte aussi, mais ça, ce n'est plus valable encore aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. C'est que quand tu avais un fonds de commerce en hôtellerie, quand tu le revends 1,5 fois, voire 2 fois le chiffre d'affaires que tu fais dans ton année. Ok. Et ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, malheureusement, mais le marché viendra à changer, nos affaires se sont dévaluées à cause du Covid. Okay. Et donc, ça peut poser problème aussi si nous, aujourd'hui, on veut revendre notre affaire. Peut-être que, si ça se trouve, on la vendra moins cher, tu vois, que ce qu'on avait acheté à l'époque. Mais c'est le marché, en fait. Et du coup, question encore, quand t'empruntes, du coup, pour acheter un hôtel, donc, comme t'as dit, t'avais dû mettre entre 25 et 30% d'apport sur l'ensemble du prix de l'hôtel. Et ce que t'empruntes, tu peux l'emprunter sur combien d'années ? En général, un emprunt sur un fonds de commerce, c'est 7 ans. Ok. C'est négociable un peu plus ou... C'est négociable jusqu'à 10 ans, mais franchement, ça dépend vraiment de ton dossier et des conditions, en tout cas, que tu remplis et des garanties que tu apportes. Mais la plupart du temps, tu es sur un emprunt de 7 ans. En 7 ans, tu as remboursé ton fonds de commerce. Alors du coup, je fais mes petits calculs, mais ça veut dire qu'en termes de rentabilité, c'est quoi que tu dois viser pour pouvoir rembourser un emprunt à 7 ans ? Parce que ça veut quand même dire qu'il faut que ça crache. Ah mais oui. Clairement. C'est pour ça que souvent, les banques vont apprécier évidemment que tu apportes un apport suffisamment important parce que après, qu'est-ce qui va faire que tu rembourses ton emprunt ? Pour faire simple, tu vas faire un chiffre d'affaires, tu vas enlever tes charges, ton personnel, tes impôts, machin, ce qui va rester, ton bénéfice, en gros, c'est ce qui va te servir à rembourser ton emprunt. Donc, il faut que tu fasses suffisamment de chiffre d'affaires, générer suffisamment de bénéfices. Et il faut pas se dire, ce bénéfice-là, je mets tout dans ma poche parce que la vérité, c'est ce qui sert, en fait, à rembourser ton emprunt. Donc, tu sais dire, en fait, quand tu fais un budget prévisionnel, plus ou moins, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires pour être en capacité de rembourser mon emprunt. Si par exemple, il y a un hôtel en vente à 1 million, ouais. Tu te dis qu'il faut qu'il fasse combien de CA à peu près pour que ce soit une bonne affaire ? C'est compliqué à dire parce que ça dépend en fait de cet hôtel qui vend 1 million. Il faut vraiment prendre tous les critères ensemble. Je m'explique. Nous, ce qu'on a fait au départ, tu vois, quand on a acheté notre hôtel, c'est que on savait que notre prédécesseur, il faisait je sais plus combien de chiffre d'affaires. Et on s'est dit, voilà, lui, il fait X euros de chiffre d'affaires. Il reste ça à la fin de l'année. Franchement, ça va être hyper limite pour payer notre emprunt. On le savait. T'as des leviers là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là un personnel que tu vas pas garder parce qu'en gros, tu vas économiser 20 000 dans ton année. Ok, mais 20 000, je les ai récupérés là, tu vois. C'est pas une question du chiffre d'affaires. Tu vas faire le même chiffre d'affaires. C'est juste que tu vas économiser sur certains postes. Et nous, au départ, quand on a commencé, on a bossé presque que tous les deux. On n'avait pas de personnel. On bossait de je sais pas quelle heure à je sais pas quelle heure, parce que c'est la réalité aussi de l'hôtellerie. C'est que, tu vois, tu parlais tout à l'heure du Monopoly, mais on pourra parler, si tu veux, des conditions, de ce que c'est la vie d'hôtelier et tout. Mais on a bossé comme des malades au départ pour, justement, avoir la garantie qu'on ait suffisamment pour rembourser notre emprunt. Moi, c'était vraiment ma crainte. En fait, c'est ce qui me menait. C'est même pas est-ce qu'on peut se payer ou quoi, parce qu'en soi, quand t'es entrepreneur, la vérité, c'est que tu te payes ou tu te payes pas. C'était de me dire, c'est bon, on a ce qu'il faut, en fait, pour rembourser notre emprunt. Et il y a un truc qui ne ment pas, en tout cas sur des affaires comme ça, c'est ta trésorerie. Si t'es ric-rac en termes de trésorerie, ça veut dire que soit t'as pas fait suffisamment de chiffre d'affaires, soit que t'as bouffé ton fric, je sais pas où. Ouais. T'as pas bien maîtrisé tes charges. Tu vois, c'est vraiment les leviers, en fait. C'est pour ça que je te dis, la gestion, c'est plutôt simple. C'est que ce sont des leviers, en fait, tu vois, que tu actives ou pas. Demain, si je décide que je prends un salarié de plus dans mon entreprise, je sais que ça va me coûter entre 20 et 25 000 l'année. Donc je sais que si je fais par exemple 50 000 euros de bénéfices, je sais qu'il va m'en rester que 25 parce que j'ai décidé d'avoir un salarié de plus. Et du coup, je me posais la question, là, toi, quand t'as acheté l'hôtel, vous avez acheté les murs aussi avec Non. Uniquement le fonds de commerce. On a acheté le fonds de commerce et nous, si tu veux, à l'époque où on l'a acheté, notre dossier ne passait pas sur l'achat des murs. Donc en gros, tu es propriétaire de ton fonds de commerce, mais tu payes un loyer tous les mois au propriétaire des murs. Ok. Ce qui en soi, à terme, est plus avantageux évidemment que tu deviennes propriétaire des murs, si ton propriétaire est ok pour vendre. Maintenant, j'ai envie de te dire, quand t'es propriétaire de murs d'hôtel, t'as plutôt intérêt de les garder. Parce que franchement,
c'est un loyer assuré. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as plus de loyer, c'est que t'as plus de gestionnaire de fonds. C'est-à-dire que t'as liquidé, quoi. Et franchement, pour liquider un hôtel, faut être très mauvais commerçant et faut pas être bon gestionnaire. Parce qu'en soi, c'est pas non plus... alors, je veux pas dire que c'est facile, mais ça reste quand même des affaires qui sont pas non plus hyper compliquées à gérer. Et d'ailleurs, je me demandais, ton hôtel, il est où? Enfin, dans la France, je sais pas si tu peux... Oui, si, moi je suis en Bretagne, je suis située entre Rennes et Nantes. On est à mi-chemin entre Rennes, Nantes et Saint-Nazaire. Enfin, tu vois, on est vraiment à un point central. Et du coup, il est pas au bord de la mer? Non, alors pas du tout. Et tu vois, ça c'est un truc peut-être qui pourra t'intéresser, mais je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui achètent pas forcément une rentabilité. Comme nous, à l'époque, c'était notre seul critère. Et t'as des gens qui achètent leur confort de vie et l'emplacement. Donc, t'as évidemment beaucoup de demandes sur des hôtels qui sont en bord de mer, des hôtels qui ont un cadre en fait qui fait un petit peu rêver, sauf que la plupart du temps, ce sont des affaires qui sont beaucoup moins rentables. Pourquoi elles sont beaucoup moins rentables? Parce que déjà, t'as des loyers qui sont exorbitants et que la plupart du temps, on va être sur des hôtels qui sont un peu plus élevés en gamme, donc peut-être du 3, du 4 étoiles, et t'es dans l'obligation, en tout cas pour le classement hôtelier, d'avoir un minimum de personnel, donc t'as beaucoup plus de frais. Et donc, en fait, c'est des affaires où tu vas pas forcément générer du cash, mais c'est des affaires où tu vas capitaliser, tu vois? Et nous, ça nous intéressait pas, déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça nous intéresse pas non plus, parce que c'est pas du tout la même clientèle. Nous, aujourd'hui, on a une clientèle commerciale. Donc, en gros, c'est des représentants, voilà, des VRP, enfin, tu vois, des gens qui ont l'habitude de bouger dans la semaine. Ils ont des exigences qui sont tout à fait louables. Bonne literie, bon wifi, bon petit-déj, grande télé et tout. Mais par contre, ils sont pas chiants, tu vois. Et je suis désolée. Les personnes qui vont à l'hôtel le week-end ou pendant les vacances. Mais nous, pour avoir bossé en tout cas sur des affaires saisonnières et puis pour avoir des collègues qui travaillent sur la côte, etc., c'est vraiment plus difficile, quoi. En termes de relationnel, d'exigence. On n'est pas du tout sur les mêmes critères, quoi. Ouais, c'est des Parisiens stressés qui veulent décompresser. Ouais, et du coup, je suis désolée. Ils sont nerveux quand ils arrivent à l'hôtel. Ouais, en fait, je voulais pas le dire parce que il y a certainement des Parisiens stressés qui nous écoutent. Mais dans l'idée, tu vois, c'est ça. Et c'est pas hyper agréable, en fait, tu vois, de travailler comme ça. Si ton critère, c'est la rentabilité, il faut pas aller là. Et si t'achètes ce genre d'hôtel en te disant, bah, c'est cool, je pourrais aller à la plage, tu vois, entre midi et 2, c'est pas vrai. Sauf si t'as mis la blinde en apport et que t'as du personnel, c'est vrai. Mais si, comme nous, au départ, t'arrives et tu dois trimer pour rembourser ton emprunt, t'as jamais le temps d'aller à la plage pour en profiter. Jamais. Donc, tu subis du coup plutôt ton lieu de travail plutôt que de l'apprécier, tu vois. Ok, génial. Alors en tout cas, j'ai bien compris. Donc là, toi, t'as 24. Attends, je suis perdue là dans les âges. C'est ça, ouais, j'ai 24 ans, Émeric il a 21 ans, on débute en fait avec un petit bébé de 6 mois, j'ai pas de crèche parce qu'on vient d'arriver, on connaît personne. Et du coup, vous habitez dans l'hôtel carrément? Oui. Ouais, c'est plus simple, non, j'imagine, à gérer. Bah déjà, c'est obligatoire pour la sécurité. Ou alors t'embauches un veilleur de nuit et là, du coup, tu as 3 000 € de charge par mois. Tu veux dire que les hôtels sont tous obligés d'avoir un veilleur de nuit? Bah tu remarqueras que les petits hôtels, donc je te parle d'hôtels 1 étoile, 2 étoiles, en général, ils ont pas forcément de réception ouverte la nuit. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que tu aies quelqu'un qui soit sur place si jamais il se passe quoi que ce soit. Je te dis une bêtise, une alarme incendie, quelqu'un qui a oublié sa clé dans sa chambre, enfin ça arrive tout le temps. Ça veut pas dire que tu réponds au téléphone la nuit pour prendre des réservations, mais ça veut dire que t'es là. Ou alors, tu embauches quelqu'un qu'on appelle un veilleur de nuit, mais que concrètement tu payes pour dormir la nuit à l'hôtel en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, là pareil, est-ce que t'es en capacité de payer un salaire qui va te coûter 20-25 000 l'année pour quelqu'un qui va dormir sur place? C'est un choix. Ouais. Mais en tout état de cause, nous, on a habité sur place depuis peu, tu vois, enfin jusqu'à il y a peu. Donc quasiment 7 ans de vie dans cet hôtel. Nos enfants n'ont connu, parce qu'après on a eu un deuxième, mais n'ont connu que cette grande maison qui est l'hôtel, avec pas trop de bruit, des clients, machin et tout, tu vois. Mais ouais, au départ, on habite sur place et franchement, heureusement, même si ça a eu des côtés très pesants après, mais au départ, heureusement, parce que de toute façon, on ne faisait que ça. Alors donc, vous avez fait ça pendant 7 ans, donc le temps de rembourser tout le prêt? Ouais, c'est ça. Alors, on oublie quand même de dire qu'on a eu une phase que aucun entrepreneur au monde, en tout cas qui a
investi de l'argent dans son affaire ne pensait vivre, c'est le Covid. On a quand même 2 ans, tu vois, à mettre entre parenthèses. On pourra peut-être y revenir plus tard, mais en tout cas, au départ, moi j'ai 24 ans, Émeric il a 21 ans, on apprend notre métier, on a un petit bébé de 6 mois, on doit se débrouiller avec, on bosse du coup de 5h30 le matin jusqu'à 22h le soir, 7 jours sur 7 et on a fait ça pendant très longtemps. De toute façon au début il faut prendre tes marques, il faut savoir à quelle période tu bosses, à quelle période tu bosses pas, donc on n'avait pas de vacances, je crois qu'on avait juste dû prendre notre 24 décembre au soir, tu vois, la première année et encore je suis même pas sûre. Et puis après au fur et à mesure du temps, tu vois, on a adapté notre rythme de travail. Et puis on savait dire, bon là c'est bon cette année, on a assez bossé, on peut se prendre des vacances. Et puis après, on a eu un deuxième enfant aussi et ça a changé la donne. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont passés, moi après dans ma tête, tu vois. Mais voilà, en tout cas sur le départ, ça s'est passé comme ça. Et du coup, en même temps, alors là vous avez géré cet hôtel pendant 7 ans, vous avez fait des investissements IMO à côté. Alors, les investissements IMO, ça s'est passé après le Covid, en fait. En fait, il y a eu 2 événements forts dans ma vie d'entrepreneur et de femme, en fait. C'est 2018. On a eu donc notre deuxième enfant. Pareil, j'ai travaillé jusqu'à la fin. J'ai eu une bonne grossesse, j'ai pas à me plaindre. Par contre, j'ai eu un accouchement cauchemardesque. Notre petit, il est né sans vie. Moi, j'ai failli perdre la mienne. Et tu vois, là, à ce moment-là, je me dis, on est peu de choses, tu vois. Ah ouais. Tu vas voir où je vais en venir pour les investissements. En fait, je pars sur autre chose, mais ça en fait partie. On est vraiment peu de choses et je me dis en fait, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais posé de questions de rien. On a toujours foncé. Enfin, tu vois, on se pose pas de questions, quoi. On taffe. On se débrouille toujours avec les enfants. Faut pas oublier que, l'été, c'est la plus grosse période de travail, mais l'été, les enfants sont en vacances. Les week-ends, t'as pas de week-end, donc si on n'a pas de personnel, nous, on doit taffer, donc tu vois, faut gérer ça. Et tu vois, tout ça, la naissance hyper compliquée. Moi, j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu 2,5 litres de sang et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Sauf qu'en fait, je n'avais pas le choix que de me remettre. C'est-à-dire que je suis sortie de l'hôpital, j'avais mon bébé qui était en mode koala parce qu'il avait besoin d'énormément de contact parce qu'il a été réanimé et tout. Et moi, je suis là à vivre dans cet hôtel. J'ai pas le choix. Je vois des gens toute la journée et franchement, navrée pour ces gens-là, mais j'avais juste envie de voir personne. J'étais livide. J'avais été anémiée, tu vois, j'ai été transfusée et tout, mais je n'arrivais pas à regagner en fer et tout. Et en fait, à ce moment-là, mais je me dis, investir, tu vois, vraiment, quand on prend le mot investir, ok, mais pourquoi en fait, tu vois? Donc déjà, j'ai ce premier questionnement là en 2018. En fait, on a décidé de vendre l'hôtel à cette période-là parce que ça a été un chamboulement vraiment pour moi. Et je me suis dit, les ambitions que j'avais avant, j'avais des ambitions, mais en fait, je savais pas trop pourquoi, tu vois. Je sais pas. Tu sais, c'est comme si j'étais en quête de challenge, j'avais envie de faire des trucs et tout, et je me suis dit, cool, en fait, on les a fait, tu vois. Check. Maintenant, pose-toi et réfléchis à ce qui est important et réfléchis sur du long terme. Réfléchis à comment tu vois ta vie. Est-ce que tu vois ta vie comme ça tout le temps? Non, pas du tout. Et donc, en fait, on a décidé de vendre. Et 2019, du coup, ça faisait presque 5 ans qu'on était propriétaire de notre affaire et donc on a des acquéreurs qui sont hyper motivés. Enfin voilà, c'était vraiment leur rêve de venir là. Ils avaient 100 000 euros d'apport, donc c'était déjà une belle somme. C'était un petit peu juste par rapport au prix de l'affaire. Et c'était des gens qui n'étaient pas du métier, pour remettre un petit peu le contexte. Donc quand c'est comme ça, en fait, quand tu vends un truc, tu signes un protocole de vente. Donc on était passé chez le notaire et tout. Et moi, je te jure là qu'à ce moment-là, tu vois, je me dis ouais, on peut là commencer en fait à créer notre vie. Tu vois, on était dans un truc où on avait fait, on est content, on est fier de ce qu'on a fait. Mais là maintenant, on va pouvoir se poser parce qu'en fait, tu te poses jamais dans ce métier-là. Jamais. On va pouvoir se poser, réfléchir. Et puis en fait, décider tous les 2 et tous les 4 de comment on voit notre vie. On s'est senti tellement un peu en manque de liberté, tu vois, et enfermé dans ce système-là que là, on a vraiment eu envie de tout faire péter. Et là, on s'est dit, nous, on veut vraiment être libre. On voulait partir complètement à l'opposé de ce métier-là. Et on va préparer un tour. On était parti sur un tour du monde au départ, et puis en fait, ça s'est terminé en tour de l'Asie. Et donc, on avait tout préparé. L'itinéraire, le fourgon aménagé, enfin, tu vois, on avait tout préparé. Parce qu'il faut pas oublier que nous, on a signé pour vendre, on habite là. Donc, il faut
anticipé de partir, voir pour l'école des enfants et tout. Et là, on s'est dit, tu vois, c'est le bon moment, en fait, de faire ça. On veut faire vivre ça à nos enfants. On veut se retrouver tous les 4. C'était, tu vois, pendant plusieurs mois, du coup, on était en préparation de notre départ parce que ça se prépare de partir, tu vois, d'une affaire. Après, il y a la phase de passation. Donc, ce qui se passe quand tu signes ton compromis, ton protocole ou ton compromis, t'as à peu près 3-4 mois de délai pour que les acquéreurs, en fait, aient leur prêt bancaire. C'est un peu comme en immobilier, en fait. Ouais, tout pareil. Et en fait, 1 mois passe, 2 mois passent. Quand on commence à arriver au 3e, moi, je commence un petit peu à... Tu vois, tu te dis, je me projette pas de partir, parce qu'il y a peu de probabilité que ça aille pas au bout, mais bon, je suis quand même obligée de me projeter, parce que là, potentiellement, dans 15 jours, faut que je donne les clés et que je laisse ma place, tu vois. Et en fait, ils ont 1 refus de banque, 2 refus de banque, 3, 4, 5, terminé. Oh là là. Donc, on devait partir fin février 2020. Et en gros, on sait le mi-février que c'est mort. Donc là, déjà, tu défais tes cartons. Ah, tu t'es dégoûté, quoi. Tu encaisses. Et ce qui se passe, c'est que 1 mois après, pandémie mondiale, Covid. Vous fermez, il n'y a plus rien. Donc, t'étais prêt à vendre, t'étais pas à partir. Et là, on a encaissé le truc de se dire, parce que quand t'investis dans une affaire comme ça, t'as bien compris, faut que tu génères de l'argent pour rembourser ton emprunt, payer tes dettes et tout. Et là, tu te dis, il y a plus rien qui rentre, en fait. Je suis dans un bâtiment vide, il y a plus rien, on ne sait pas combien de temps ça va durer, parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas combien de temps ça va durer, on parlait de 15 jours, machin, on se disait, printemps, ça va recommencer et tout. Tu sais pas combien de temps ça va durer, et il y a plus rien. Et je t'explique, tu vois, dans le truc, moi déjà, t'as compris, toujours fonceuse, toujours des projets. Là, on était dans le truc, on défait nos cartons, adieu le tour de l'Asie, adieu la liberté, on retourne dans notre truc, et vous fermez, et là, potentiellement, chaque jour qui passe, vous êtes en train de perdre tout l'argent que vous avez investi dans votre affaire, parce que quand le trou se creuse, tu perds tout ce que t'as mis, en fait, tu vois. Il n'y a plus rien qui rentre. Donc, très, très difficile à ce moment-là. Et tout ça pour en revenir à ta question, pourquoi vous avez investi, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, en vérité, là, on n'a rien, si tu veux. T'as l'impression, en ayant un fonds de commerce qui vaut de l'argent, qui tourne et tout, dans une situation idéale, tu vois, on va pas se mentir, le Covid, c'était exceptionnel, mais quand même, tu vois, en termes de prise de conscience, tu te dis, t'as investi toute ta thune, t'as investi tout ton temps. En fait, c'est même pas la thune à ce moment-là, moi, si, ça m'a angoissée, mais tout ton temps, tous les sacrifices. Et en un claquement de doigts, tu peux tout perdre. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai besoin de posséder un truc. Et c'est pour ça, tu vois, on avait déjà parlé en off, je t'ai dit, ouais, nous, on a investi dans l'immobilier, mais contre toute attente, j'ai pas investi comme un entrepreneur, tu vois, machin, j'ai investi en mode, je veux posséder des biens, quelque chose, laisser quelque chose à mes enfants, ou tu vois, investir, en fait, mon argent, mais pas que je le perde. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a investi dans l'immobilier. On a acheté 2 appartements. Ok. Et c'est là, donc c'est en 2020 que vous vous êtes lancé en investissement immobilier. Ouais. Locatif, du coup, vous avez fait de la location courte durée ou de la location longue durée? Les 2. Parce que je me dis, si vous faites de l'hôtel... Ah non, mais par contre, très mauvaise idée. Alors, je t'explique nos investissements. Ça s'est fait en même temps quasiment, parce que quitte à acheter un appart, autant en acheter 2. En fait, il y a eu un appartement un peu opportunité. C'est-à-dire que la cousine de mon mari vendait son appart qui était situé dans une résidence hôtelière en bord de mer, à 50 minutes de chez nous. C'est un studio, tu sais, de vacances, là, qui peut accueillir à peu près 4 personnes. Hyper bien situé, donc à côté de la Baule. Donc, je sais pas si tu connais, mais c'est... voilà. C'est touristique. C'est très touristique, c'est très coté, les Parisiens adorent, voilà. Et en fait... à cette époque-là, elle devait revendre son appart sans faire de plus-value. Donc en fait, elle nous l'a vendu au prix qu'elle avait acheté 7 ans auparavant. Donc en soi, sous le papier, on se dit c'est une bonne affaire. On l'achète en dessous du prix du marché. Et en fait, on s'est dit que, je te remets dans le contexte, on était dans le truc, on a cru qu'on allait avoir de la liberté, machin, et des moments de répit. On s'est dit, on va l'acheter. Comme ça, nous, parce qu'on savait, en fait, en l'achetant, que si on faisait de la location courte durée, on aurait encore quand même un peu d'argent à mettre, parce que sur ce type d'appartement, t'as des charges locatives qui sont assez élevées. Ah ouais. Pour tout te dire, par trimestre, je pense qu'on doit payer 340 € de charges locatives, parce que c'est des grands bâtiments, t'as l'eau, l'électricité qui sont compris. Donc ça veut dire que
t'as 1200, 1300 balles tous les ans qui partent en charge et que moi j'avais calculé par rapport au potentiel revenu locatif de courte durée qu'il faudrait mettre un peu de sa poche. Mais je m'étais dit, vu que nous, on va pouvoir en profiter sur notre période creuse, par exemple y aller le week-end ou par exemple si je veux y aller une semaine en vacances avec les enfants, parce qu'on peut jamais prendre de vacances ensemble avec mon mari du coup, mais si je veux y aller une semaine avec les enfants, franchement, tu vois, c'est je sais pas 800 balles que tu vas pas mettre dans une autre location, quoi. De base, l'idée, c'était ça. Ouais. Sauf que tu te doutes bien que la réalité est tout autre. On a, je pense, passé 1 ou 2 week-ends dans cet appart parce que c'est à 1 heure de route et que franchement, quand t'as bossé toute ta semaine, est-ce que t'as envie de te faire chier à faire 1 heure aller, 1 heure retour et faire ton ménage Bah ouais. après pour pouvoir le louer derrière? La réponse est non. C'est trop marrant parce que j'ai fait un épisode qui est sorti lundi là sur la fausse bonne idée d'acheter sa résidence secondaire. Complètement. Voilà. Et en plus de ça, le temps. C'est-à-dire que donc moi, parce que je suis entrepreneur multicasquette, j'ai une autre activité à côté de coaching en organisation, gestion du temps et tout. J'ai cette activité-là en plus. Donc aujourd'hui, tu vois, et depuis le Covid, d'ailleurs, on a restructuré l'hôtel et donc mon mari, il est à 100% dessus. Moi, opérationnellement, j'y suis peut-être à 10-15% et le reste du temps, c'est consacré à mon activité boss équilibré. Mais le temps, du coup, pour qui c'est qui s'occupe d'aller tu vois faire le ménage à l'appartement, qui c'est qui s'occupe d'aller remettre les clés machin, qui c'est qui s'occupe d'aller faire l'état des lieux à 50 bornes aller, 50 bornes retour, d'autant plus que si tu prends un service de conciergerie, déjà c'est compliqué, on n'en a pas trouvé et après si tu fais le calcul rentabilité, cash flow négatif, quoi. Bah oui, forcément. Complètement. Bon là, tu vois, on est en pleine remise en question sur ce truc-là, mais voilà, pour situer un peu le contexte de cet investissement-là, les bonnes idées, les mauvaises idées, dans notre vie actuelle, c'est pas possible d'avoir un appartement en location courte durée qui est pas à 5 minutes de chez nous. Bah ouais. Et encore même, je sais pas si tout court la location courte durée, même à 5 minutes de chez nous, je suis même pas sûre. Moi, ma réflexion, c'est que quitte à acheter de la location courte durée, moi c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'en fait pas, c'est que je me dis mais autant acheter un hôtel. Parce que en fait, moi c'est ça ma réflexion, c'est que je me dis qu'est-ce que tu vas t'embêter avec un truc avec deux chambres, on va appeler ça des chambres, 2 logements courte durée, t'embêter à faire des allers-retours, à galérer à déléguer une femme de ménage qui va aller à droite à gauche. Si tu peux t'acheter un hôtel avec 10 chambres. Enfin, je dis au pif. Je suis tout à fait d'accord avec toi et franchement, du coup, on est bien placé pour le dire parce que on a cette activité d'hôtelier. Tu vois, notre deuxième investissement, donc c'est un appartement, enfin, pour le coup, c'était une bonne affaire. C'est un appartement qui est à 5 minutes de chez nous. Ceci dit, on a fait des erreurs. Franchement, un studio, 24 mètres carrés. Je pense qu'on a dû l'acheter 35 000 € à l'époque. Plus tard, on a fait des travaux, mais ça, je vais t'en reparler. Mais on l'a loué là pendant 2 ans. On faisait déjà du cash flow dessus, tu vois, sans rien faire. Ce truc-là, si je l'avais mis en location courte durée, j'aurais pu faire 2 fois plus de loyer, mais non, en fait. Bah ouais. C'est-à-dire que, ok, je préfère gagner 350 € de loyer. Je pense qu'on a un petit cash flow dessus, tu vois, 80 €. Mais je préfère gagner mes 350 que gagner 600, parce que je pourrais louer 150 la semaine facile, mais parce que je n'ai pas déjà la disponibilité en termes de charge mentale de gérer ça en plus. Parce que on est conscient de ce poids-là, de l'accueil de clients dans un établissement. On le vit au quotidien. Et que, en tout cas, à aujourd'hui, je sais qu'on n'envisage pas nos investissements immobiliers dans cette optique-là d'accueillir des gens tout le temps. Bah ouais. Parce que autant avoir un hôtel à ce moment-là. Enfin, moi, c'est ma réflexion. Juste, autant que je balance alors, tu vois, 100 000 € de travaux dans mon hôtel pour améliorer l'esthétique, le machin, et peut-être que j'aurai plus de clients si je fais ça, que de balancer la même somme dans un appart qui va me générer 2 fois plus de travail pour peu de rentabilité en vérité, tu vois. Bah ouais, carrément. Donc bon, voilà. Et ce petit appartement-là, l'erreur qu'on a fait, et ça on en avait parlé en off, c'est que on s'est dit, voilà, il nous a vraiment pas coûté cher, il est habitable en l'état, donc on laisse comme ça, sauf que ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire directement les travaux. Et là, tu vois, notre locataire, on avait une super locataire, elle est partie au bout de, je sais pas, 1 an et demi. Bon, il y a eu des
des petites galères techniques et tout machin, on a dû faire des petites réparations et tout, mais le constat c'est on aurait été 1000 fois plus tranquille si on avait fait ces travaux-là. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle est partie, j'ai relancé une annonce pour trouver des locataires et je peux te dire que j'ai eu que des dossiers pourris. J'ai dit à Aymeric, franchement, si on refait l'appartement nickel, et donc évidemment on a une prestation, il y a rien à dire, tout est nickel, etc., on va attirer les gens, en fait, qui ressemblent, en fait, à l'appartement. C'est ce qui s'est passé. Là, notre appart, il est fini. J'ai fait une suspension d'emprunt de 6 mois. Super. C'était dans notre contrat, en fait, tu vois, et je le savais même pas, mais maintenant, je ferai attention à ça, mais on a fait une suspension de près de 6 mois, parce que moi, ça m'angoissait de me dire, t'as cette somme-là qui part tous les mois, et en plus, il y a les travaux. On a fait faire les travaux, parce que, encore une fois, pas le temps, en fait, de s'y consacrer. Et on a refait l'appartement à neuf, du sol au plafond. Et là, tu vois, on a terminé la semaine dernière. J'ai mis l'annonce dimanche soir. Donc là, on est mardi. Et il est loué depuis hier soir, avec un dossier béton. Tu vois, il y a rien à dire, en fait. Il y a pas de débat. C'est quelque chose, en fait, qu'on aurait dû faire au départ. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis notre argent pour faire les travaux, tu vois. Bah ouais. Alors qu'il faut, je dis aux auditeurs, il faut emprunter direct quand on achète un bien, l'enveloppe travaux dans le prêt, et comme ça, t'es un investisseur serein parce que c'est fait dès le départ et après t'es tranquille. Mais bon, voilà. Et donc après, bon bah tu vois, ce que je me dis, c'est que en fait, on apprend de nos erreurs. On sait que là, demain, on veut faire un autre investissement. Bon, déjà, on appellera Cyril et Dorine et on ira faire un tour dans le programme pour vraiment avoir les bonnes bases, les bonnes pistes de réflexion. Et c'est surtout, ironie du sort, on a investi pas comme des entrepreneurs, tu vois. J'ai toujours eu un profil entrepreneur, les chiffres, tu vois, la rentabilité, les machins, etc. Et on n'a pas investi comme des entrepreneurs. On a investi sur finalement un peu une émotion, une conjoncture, le fait de se dire en fait on possède rien, on peut tout perdre et donc il faut qu'on ait quelque chose. Faut qu'on investisse dans la pierre, tu vois. Ouais. On te dit aussi quand t'es enfant, faut investir dans la pierre. Ok, c'est vrai. Mais pourquoi tu veux investir? Mais c'est génial parce que maintenant, aujourd'hui, attends, j'essaye de... Là, Ouais, je t'ai dit beaucoup de trucs, ça part dans tous les sens. Non, mais là, maintenant, votre hôtel, il est remboursé, non? Ouais, oui, tout à fait. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que maintenant, entre guillemets, vous pouvez vraiment vous dégager des bons revenus parce qu'il n'y a plus d'emprunt? Ou est-ce que c'est... Oui et non. Oui et non, ok. Oui et non, parce que oublie pas qu'on l'a au départ acheté avec nos associés. Ouais. Et quand, entre-temps, et on a eu la chance de pouvoir le faire parce que la conjoncture s'y prêtait pas, même si notre dossier était béton, on a pu racheter 100% de nos parts. Super. Donc, aujourd'hui, on a toujours ce reliquat d'emprunt pour payer, tu vois, l'autre partie de nos parts. T'as une partie de l'emprunt qui est remboursée, mais il y en a un autre qu'on a dû contracter pour être propriétaire à 100%. Et tu vois, donc il y a toujours quand même cette pression, entre guillemets, financière. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que t'as fini de rembourser ton hôtel que tout ce qui rentre est dans ta poche. Parce que, et c'est valable aussi en immobilier, il y a la notion d'entretien qui est primordiale et que si tu pars du principe que ton hôtel, tu l'as remboursé en 7 ans, il y a un moment donné, tu vas pas avoir le choix, il faut de la réno. Ouais. Et que, nous, on a 27 chambres. Un truc bête, hein, tu pars du principe qu'une salle de bain, ça te coûte entre 6 et 10 000, je parle fait par un pro. Ouais. Si c'est 10 000, tu multiplies par le nombre de chambres, tu vois bien déjà ce que ça va te coûter. Donc, tu vois, c'est quand même un éternel recommencement. Ce serait faux de se dire, t'as remboursé, du coup maintenant t'as ça qui rentre, parce que si tu prends pas soin et que tu rénoves pas, ton bien va se dévaloriser à un moment ou à un autre. Ah ouais. Parce que 7 ans c'est court, mais tes chambres ont le temps de bouger, quoi. Le bâtiment aussi. Super. En fait, c'est super clair. Mais c'est clair que faut jamais négliger. Moi, j'appelle ça la dette technique. Parce qu'en fait, en informatique, on appelle ça la dette technique. C'est que quand un logiciel, il devient au fur et à mesure obsolète, finalement, il faut aussi rénover les logiciels. Enfin bref, parce que moi, je viens de l'informatique à la base. Et en fait, j'aime bien utiliser ce terme aussi pour les bâtiments. C'est que quand t'achètes un bien, faut toujours voir déjà la dette technique qui se cache derrière.
C'est-à-dire en fait le fait que si jamais tu devais le rénover à neuf, déjà combien ça coûte, et en fait plus le temps passe, en effet plus la dette technique elle regrandit quoi. Absolument, et ça c'est valable autant pour le bâtiment que pour le mobilier. Tu vois un truc bête, mais les matelas par exemple, tu sais que si t'as acheté telle année et qu'ils ont déjà 3 ans, il faut que tu prévois, tu vois, à un moment donné de les renouveler. De les changer. Donc il y a plein de trucs, tu vois, comme ça, qui viennent s'ajouter. Et puis il y a un coût certain aussi de la vie qui a augmenté, et notamment par exemple, tu vois, l'énergie, où nous on a pris 250% de prix d'électricité. Donc tu vois, tu répercutes pas sur ton prix de chambre, tu peux voir. Donc t'es conscient que si tu fais le même chiffre d'affaires une année, tu vas pas gagner autant l'année suivante, tu vois. Il y a plein de choses qui font que rien n'est jamais acquis en fait. Et du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés par acheter un hôtel, ouais, bah acheté le mien, il est en vente. Mais t'aurais quoi comme conseil à donner en fait? En fait, j'entends beaucoup de gens, et du coup, je veux pas genre péter le truc, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hôtel, t'es assis à ta réception, tu discutes avec les gens et tout, c'est trop cool. C'est vrai, mais c'est qu'une petite partie du métier. Faut être conscient que après, tout dépend de la catégorie d'hôtel que t'achètes, tout dépend de tes moyens, mais il faut quand même garder en tête que c'est une disponibilité H24, 7 sur 7. Vraiment, faut garder ça en tête. T'es tout le temps responsable, en tout cas légalement, de l'accueil des gens qui sont là. Donc c'est de prendre juste conscience du temps que ça peut prendre. Le travail est pas difficile en soi. Tu vois, avec un bon contact client, un minimum de savoir en gestion, etc., peut travailler dans un hôtel. Mais il faut être bosseur parce que faut être prêt à taper dedans, quoi. Nous, à une époque, il y a beaucoup de nos amis qui nous enviaient, mais après, quand tu leur racontes le quotidien, ils ont juste pas envie de faire ce qu'on a fait, tu vois. Mais voilà, juste prendre conscience de ça sur la partie travail. Et après, ce qui est important, ben tu vois, quand tu cherches une affaire, c'est de savoir quels sont tes critères. Est-ce que c'est d'avoir de la rentabilité et de dégager beaucoup d'argent? Ça va te diriger en fait vers telle ou telle affaire. Est-ce que c'est plutôt je veux être dans un cadre de vie sympa? C'est tout aussi ok, mais par contre je suis conscient que ça sera peut-être chaud de me dégager du salaire, mais à la fois j'habite sur place, donc bon ça va, et je capitalise tous les ans et je table sur la revente. Pourquoi j'achète? Et ensuite de faire hyper attention à l'affaire en elle-même, comment c'est tenu, l'état général. Il y a des très bonnes affaires à faire sur des taudis. Franchement, c'est hyper rentable d'acheter un truc qui ressemble à rien. Et là, tu remontes le chiffre, etc. Parce que comme je te l'ai dit, si t'es dans une optique d'achat et de revente, et que tu sais que tu peux vendre 1 fois et demie, 2 fois le prix du chiffre d'affaires, t'as tout intérêt à rebooster la machine, tu vois, et revendre derrière. Donc, en fait, il y a plusieurs schémas, mais de bien regarder quand même à quoi ressemble ton hôtel. Parce que si, dans 1 an, tu te rends compte que t'as plein de mauvais commentaires parce que les salles de bain sont trop vieilles, les sols sont à changer, la literie, elle est pourrie, voilà. Si t'as pas prévu ces sommes-là et que tu peux plus emprunter, t'es prisonnier de ton truc, tu peux plus rien faire. Donc c'est hyper important de prendre tout ça en fait en compte. Mais c'est un peu comme en immobilier, hein. C'est exactement pareil. Tu dois faire attention à chaque petit détail, anticiper, et puis finalement penser financièrement. En fait, être responsable financièrement, tu vois. C'est hyper important. Pas avoir de surprise, pas trop. Okay. En tout cas, c'était hyper inspirant, tout ce que tu nous as dit. Je sais pas si jamais t'as encore un message que t'as envie de faire passer aux auditeurs par rapport à l'investissement immobilier ou par rapport à l'investissement dans un hôtel. Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses que t'aimerais bien qu'ils gardent en tête pour la suite de leur aventure? Oui, je vais plus parler sur la partie investissement immobilier parce qu'aujourd'hui, voilà, on est riche, entre guillemets, de nos erreurs. Ça serait vraiment d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit et de vraiment se poser des questions de pourquoi on a envie d'investir. Pour moi, c'est hyper important de pas te dire moi je veux acheter un appart pour faire du Airbnb parce que ma voisine a fait ça et du coup elle gagne 1000 balles par mois. Et toi, tu restes sur tes 1000 balles par mois, sauf qu'en fait, tu te dis pas que toutes les semaines, tu vas aller faire le ménage et récurer les chiottes et puis voilà, et réparer ci, réparer ça. Donc, de pas en fait se fier à ce que font tous les autres et de vraiment partir du constat, ok, je vais investir, mais pourquoi j'ai envie d'investir? Et ensuite, de s'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher des bons conseils pour se tromper le moins possible.
parce que c'est toujours un peu chiant, soit de perdre de l'argent, comme nous par exemple, là on a dû remettre la main au portefeuille pour payer des travaux, on est content, du coup on a un bel appart, mais on aurait pu s'éviter complètement de le faire. Et puis pareil, de te dire des fois je perds du temps parce que je dois aller faire le ménage là et machin. Une fois que t'es dedans, voilà, c'est un peu compliqué de revenir en arrière et tu dois faire le travail inverse, de réfléchir à qu'est-ce que tu fais de tes appartements si jamais ils te pèsent. Et ça, c'est bête d'investir et qu'à un moment donné, ça te pèse, quoi. Donc, se poser les bonnes questions, aller chercher des informations au bon endroit, quitte à pas se précipiter et vraiment savoir exactement ce qu'on cherche. Nous, en tout cas, c'est notre prochaine étape. C'est génial. Franchement, c'est top. De toute façon, ça rejoint complètement notre façon d'investir aussi, de bien poser les objectifs. C'est un peu la base, parce qu'on voit trop de gens qui investissent en effet sans s'être vraiment posé de questions avant. Donc c'est trop cool. Juste pour que tout le monde le sache, Marie-Pierre, elle a un podcast qui parle d'organisation. Oui. Donc tu peux en parler juste 2 minutes pour les gens qui veulent peut-être te suivre, qui ont bien aimé ta façon de t'exprimer et tout ça. Écoute, avec plaisir. Donc en fait, moi, mon activité, en tout cas de boss équilibré, est née de toute façon de mon parcours. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité sans s'épuiser. Donc tout ça grâce à une bonne organisation, une bonne gestion du temps, une bonne définition des objectifs, de sa vision de vie, etc. Et effectivement, je partage tout ça dans mon podcast Boss équilibré, où je donne toutes les semaines des conseils et une fois par mois, j'interviewe des entrepreneurs comme toi, Dorine, qui est passée à mon micro aussi, pour partager justement ce quotidien en toute authenticité et puis des clés pour kiffer sa vie en fait, sa vie d'entrepreneur et même au-delà de ça, quoi. C'est génial. Merci Marie-Pierre en tout cas. Tu m'as fait me rendre compte en tout cas que c'était pas aussi magique que de mettre une petite maison rouge sur le Monopoly, d'acheter un hôtel, qu'il faut bien se poser des questions en tout cas si c'est le genre de projet qu'on veut faire. Ouais, clairement. Merci en tout cas à toi. C'était un plaisir et puis à une prochaine. À une prochaine. Bye bye. Salut.